Après que mon grand-père m'a tout légué, mes parents qui m'avaient abandonné bébé m'ont attaqué en justice. Quand je suis entré dans la salle d'audience, maman a levé les yeux au ciel. Puis le juge s'est figé. Il croit que le lien d'Avery avec grand-père le poussera à se plier en quatre pour paraître neutre, allant peut-être même jusqu'à les favoriser pour éviter toute apparence de partialité. Ils ne comprennent pas que la véritable impartialité était le principe le plus sacré de grand-père, un principe qu'il aurait inculqué à tout protégé digne de ses conseils. Très bien. Avery hoche la tête. Les déclarations liminaires, alors. Maître Dalle? Dalle boutonne sa veste en s'approchant de l'estrade. Votre honneur, cette affaire est simple. Le juge Franklin Cole était un juriste respecté et un membre bien-aimé de la communauté. Mais dans ces dernières années, suite au décès de sa femme June, il est tombé sous l'influence de sa petite-fille, la défendresse. Il fait un geste dans ma direction sans me regarder. Mademoiselle Wright a manipulé un homme âgé souffrant de facultés déclinantes pour détourner un patrimoine considérable de son seul enfant vivant, sa fille Céleste Wright et son mari Gavin, qui aurait dû légitimement hériter dans des circonstances normales. Les mots fendent l'air, visant ma réputation. Je me concentre sur ma respiration, comme grand-père me l'a appris lors de mon premier procès simulé au lycée. Inspirer. Tenir. Expirer. Les faits parleront d'eux-mêmes. Amélia me serre le poignet une fois avant de se lever de sa chaise. Sa voix, quand elle parle, a le léger accent chantant de la Géorgie, mais la précision de 20 ans de plaidoirie devant la Cour suprême. Votre honneur, la description faite par les demandeurs ignore 3 décennies d'histoire documentée. Elle s'avance, sa posture détendue mais déterminée. Franklin Cole a changé son testament il y a 10 ans, alors que ses facultés mentales étaient incontestablement intactes, comme son médecin en témoignera. Les demandeurs, Céleste et Gavin Wright, ont abandonné leur fille, ma cliente, alors qu'elle avait 4 mois, la laissant au juge Cole et à sa femme, June. Elle marque une pause, laissant les mots s'installer dans la salle d'audience. 3 décennies d'amour et de présence parlent plus fort que les accusations de ceux qui ont choisi l'absence. Cette affaire ne porte pas sur la manipulation. Elle porte sur la reconnaissance de la véritable définition de la famille, ce qui reste. Le mot « reste » flotte dans l'air entre nous. Je garde les yeux fixés devant moi, refusant de me laisser entraîner à regarder les parents qui ne sont jamais restés pour une seule maladie d'enfance, une seule pièce de théâtre scolaire ou une seule remise de diplôme. Les parents qui veulent maintenant ce que grand-père a construit, ce qu'il a choisi de me léguer. Je pense aux innombrables dimanches après-midi que j'ai passés avec grand-père sur la balançoire du porche, à regarder les enfants du quartier jouer à la balle avec leur père pendant que je faisais semblant de ne pas remarquer le vide douloureux dans ma poitrine. Je pense aux mains douces de grand-mère June tressant mes cheveux pour l'école, m'apprenant à faire son gâteau au citron et aux graines de pavot, s'occupant de son jardin d'hibiscus qui explosait de fleurs pourpres chaque été. Ils sont restés. Ils m'ont choisi chaque jour pendant 32 ans. Et maintenant, je défendrai ce choix, cet amour, contre les liens du sang qui s'étaient avérés plus fins que l'eau. La bataille pour l'héritage de mon grand-père et le mien avait commencé. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience s'ouvrent alors que la séance reprend après le déjeuner. Maman rafraîchit son rouge à lèvres la même teinte corail qu'elle portait sur la seule photo qu'elle m'a envoyée pour mon 16e anniversaire, tandis que père ajuste sa cravate avec des doigts manucurés qui n'ont jamais tressé mes cheveux ni essuyé mes larmes. Amélia fait glisser un dossier en manille vers moi. Ils ont soumis des relevés financiers affirmant que votre grand-père a abandonné financièrement votre mère. Mes doigts tracent le bord du dossier. Il leur a envoyé de l'argent pendant 22 ans. Exactement. 3200 $ chaque mois. Les yeux d'Amélia brillent de la satisfaction de quelqu'un qui détient une quinte flush royale. 845 000 $ au total. J'ai les chèques annulés et les relevés bancaires. Richard Dalle s'avance d'un pas assuré, tel un animateur de jeux télévisés, la confiance suintant de son costume à rayures. Votre honneur, nous souhaiterions présenter des preuves de la détérioration de l'état mental du juge Cole au cours de la dernière décennie. Le juge Avery hoche la tête. Procédé. Dalle désigne une pile de documents. Nous avons des témoignages suggérant que le juge Cole devenait de plus en plus confus concernant ses finances et ses relations familiales. Je serre la mâchoire si fort que mes molaires me font mal. Grand-père a examiné des arrêts de la Cour suprême la semaine avant sa mort. Il a débattu de droit constitutionnel lors du rôti du dimanche, quelques jours seulement avant que son cœur ne lâche. De plus, continue Dalle, nous pensons que mademoiselle Wright a exercé une influence indue sur son grand-père, l'isolant de sa fille.
Maman s'éponge à nouveau les yeux avec ce mouchoir monogrammé. Le blason de la famille Cole, 3 feuilles de chêne représentant la force, la longévité et la sagesse, semble se moquer de sa performance depuis son coin brodé. Amelia se lève, fluide comme l'eau. Votre honneur, si je puis me permettre, nous avons préparé des documents qui racontent une toute autre histoire. Elle s'approche avec un classeur en cuir. Ce sont les journaux de June Cole, couvrant 30 ans. Chaque entrée documente méticuleusement les visites promises par les demandeurs qui ne se sont jamais matérialisées. Un bruissement parcourt la salle d'audience, comme des feuilles d'automne, tandis qu'Amelia ouvre le classeur à une page marquée d'un signet. 18 décembre 1998. Céleste a promis de venir pour Noël. J'ai acheté à Mackenzie ce vélo rouge qu'elle voulait, au cas où sa mère demanderait ce qui lui ferait plaisir. J'ai aussi emballé le cadeau de Céleste. C'est le 4e Noël qu'elle manque. Le visage de maman se durcit comme du marbre. Et ceci, continue Amelia en sortant un épais dossier, contient les registres téléphoniques du juge Cole. Les appels surlignés montrent des tentatives de joindre M. Wright concernant des événements scolaires, des urgences médicales et des remises de diplômes. Aucun n'a été retourné. Elle pose un album photo sur la table des preuves. Et enfin, votre honneur, des photographies documentant 32 ans de moments importants. Remise de diplôme de maternelle. Tableau d'honneur au collège. Discours de major de promotion au lycée. Cérémonie de remise des diplômes de la faculté de droit. Le juge Avery se penche en avant. Et les demandeurs? Absents sur chaque photographie, votre honneur. Père s'agite sur son siège, les yeux fixés sur ses chaussures en cuir italien. Les ongles de maman, peints de la même couleur que son rouge à lèvres, tambourinent sur la table. Pendant la courte suspension de séance qui suit, je m'échappe dans le jardin du palais de justice, où des hibiscus fleurissent en un rouge éclatant contre les murs de calcaire. Grand-mère June plantait des hibiscus partout, dans les parterres, les pots sur la terrasse, et même un petit pot sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. La vie continue de fleurir même après le départ de quelqu'un, disait-elle en les arrosant. Pas la moindre trace d'amertume dans sa voix, juste la sagesse tranquille d'une femme qui avait vu sa fille unique abandonner son propre enfant. Je touche le pétale velouté d'une fleur voisine, et soudain, j'ai de nouveau 7 ans, debout sur une chaise de cuisine, aidant grand-mère à mesurer les ingrédients pour son fameux gâteau binde au citron et aux graines de pavot. Chaque samedi matin, le même rituel. Tamiser la farine, casser les œufs, le piquant des agrumes du zeste de citron sous mes ongles. La pâtisserie, c'est une question de précision et de patience, disait-elle, ses cheveux parsemés d'argent tombant sur son front alors qu'elle me montrait comment incorporer délicatement la pâte, sans la remuer. Tout comme la vie, Mackenzie. Quand la séance reprend, quelque chose change en moi. Il ne s'agit pas de défendre mon héritage. Il s'agit de protéger leur mémoire, celle des personnes qui sont restées, qui m'ont choisi chaque jour pendant que mes parents choisissaient l'absence. Ça va? Murmure Amelia, remarquant ma posture redressée. Oui, je suis prête. Vous me rappelez votre grand-père à la barre en ce moment. L'après-midi amène un défilé de témoins qui nous connaissaient, qui connaissaient la vérité. Doris Taylor, la greffière qui a travaillé avec grand-père pendant 3 décennies, décrit son esprit vif et son éthique inébranlable. Le docteur Reynolds témoigne de l'excellente fonction cognitive de grand-père jusqu'à ses derniers jours. Puis Martha Wilson vient à la barre, notre gouvernante depuis 25 ans. Ses cheveux argentés sont tirés en ce même chignon soigné qu'elle portait en pansant mes genoux écorchés et en m'apprenant à repasser les chemises de grand-père. Chaque dimanche, dit Martha, sa voix stable malgré le contre-interrogatoire agressif de Dal. Sans faute, mademoiselle Mackenzie préparait le dîner du dimanche avec le juge Cole. Même après avoir déménagé dans son propre appartement, même pendant ses examens de droit, elle cuisinait son rôti de bœuf préféré, mettait la table avec la belle porcelaine de madame Cole. Et après la mort de June Cole, demande doucement Amelia, les yeux de Martha trouvent les miens. Mademoiselle Mackenzie n'a jamais manqué un dimanche, pas un seul en 10 ans. Elle apportait des fleurs fraîches pour la table des hibiscus quand c'était la saison, car c'étaient les préférés de sa grand-mère. Je cligne rapidement des yeux, luttant contre les larmes. Dans la galerie derrière moi sont assis des collègues du bureau du procureur, remplissant 3 rangées. Des gens qui m'ont vu monter des dossiers contre des fraudeurs financiers et des criminels en col blanc me voient maintenant défendre l'affaire la plus personnelle de ma vie. Dal se lève pour le contre-interrogatoire. Martha, n'est-il pas vrai que Mackenzie Wright contrôlait qui avait accès au juge Cole dans ces dernières années?
Non, monsieur, ce n'est pas vrai, répond Martha sans hésitation. Le juge Cole a pris ses propres décisions jusqu'au jour de sa mort. Mademoiselle Mackenzie respectait ses volontés, c'est tout. Un éclair de frustration traverse le visage de Dal. Requête pour que les opinions personnelles du témoin soient rayées du dossier. Rejeté, dit le juge Avery, presque trop rapidement. Le témoin décrit des comportements observés, pas des opinions. Dal change de tactique. Votre honneur, nous demandons que les journaux personnels du juge Cole soient écartés en tant que preuve par oui-dire. Le juge Avery retire ses lunettes, les polissant délibérément avec un mouchoir. Requête rejetée. Les journaux constituent une documentation contemporaine et resteront admissibles. Le visage de maman se crispe. Père se penche pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, ses yeux se dirigeant vers la sortie. Les premières lueurs de la victoire frémissent dans ma poitrine lorsque le juge Avery admet comme preuve la dernière lettre manuscrite de grand-père, celle qu'il a écrite une semaine avant sa crise cardiaque, celle où il expliquait pourquoi il avait changé son testament une décennie plus tôt. La décision n'a pas été prise dans la hâte ou la confusion, écrivait-il. Elle a été prise avec clarté après avoir observé pendant 20 ans quel membre de la famille démontrait le sens de ce mot. Les mains de maman tremblent légèrement alors qu'elle accepte un verre d'eau de Dal. Pour la première fois depuis le début de la procédure, je m'autorise à croire que la vérité pourrait réellement l'emporter sur la fiction déterminée que mes parents ont construite. Et quelque part entre la pile de documents financiers et les décennies d'absence documentée, je trouve quelque chose d'inattendu, la force qui vient de savoir exactement qui je suis et où est ma place. Non pas à cause du sang qui coule dans mes veines, mais à cause des valeurs qui animent mon cœur. Le Charleston Post and Courier atterrit sur mon paillasson avec un bruit sourd qui résonne dans le couloir vide. Je n'ai pas besoin de le déplier pour savoir ce qu'il y a dedans. Le visage de ma mère, soigneusement composé dans une beauté tragique, me fixe depuis le bas de la page. Une bataille pour un héritage familial divise un legs de Charleston. Crie le gros titre. Je me force à lire l'article. Céleste se décrit comme ayant été systématiquement aliénée de l'affection de son père. Elle pleure sur l'effort calculé pour monter Franklin Cole contre sa fille unique, sans un mot pour reconnaître le bébé de 4 mois qu'elle a abandonné sur le seuil de ses parents. Le téléphone sonne avant que j'aie fini. Mackenzie Wright ? La voix est inconnue. Bourru. C'est moi. Vous devriez avoir honte. Volez votre propre mère. La ligne est coupée. 3 autres appels suivent, tous d'inconnus, tous convaincus par le théâtre de larmes de Céleste. À midi, ma messagerie vocale professionnelle est remplie de messages remettant en question mon intégrité. La procureure qui a manipulé son grand-père âgé. La fille ingrate qui refuse à ses parents leur héritage légitime. Leurs mots s'enfoncent sous ma peau comme des échardes. Je me tiens à la fenêtre du bureau de grand-père, mon bureau regardant la pluie perler contre une vitre centenaire. Le jardin est en dormance, les hibiscus prisés de grand-mère attendant des jours plus chauds. Mon reflet me regarde, les épaules légèrement voûtées, une posture que grand-mère June aurait corrigée d'un contact doux. Tiens-toi droite, Mackenzie, disait-elle, comme mes hibiscus. Sur la bibliothèque derrière moi, des journaux reliés en cuir s'alignent comme des sentinelles. Je parcours leur dos du doigt, m'arrêtant sur un relié en tissu vert, le journal de jardinage de June. Je ne l'ai pas ouvert depuis son décès il y a 3 ans. À l'intérieur, son écriture élégante détaille les calendriers de plantation et les conditions du sol, mais dans les marges, autre chose attire mon œil. Des leçons de vie, écrites comme dans une conversation avec les plantes dont elle s'occupait. Les hibiscus survivent à l'hiver quand tout semble mort, a-t-elle écrit à côté d'un croquis de fleurs pourpres. Les fleurs les plus fortes émergent des hivers les plus froids. Souviens-toi de ça, Mackenzie. Mon nom, écrit de sa main, libère quelque chose de serré dans ma poitrine. Sur le bureau se trouve un autre trésor, un carnet en cuir que grand-père m'a donné à ma remise de diplôme de droit. À l'intérieur de la couverture, son écriture précise. L'éthique n'est pas situationnelle, Mackenzie. C'est le fondement sur lequel repose la justice. Je me souviens l'avoir vu à la barre il y a des années, lors d'un stage d'été qui a confirmé ma voie vers le droit. Un accusé l'avait accusé de partialité. Franklin Cole n'avait pas bronché. La justice n'est pas la vengeance, m'avait-il dit après. C'est la restauration de la vérité. Et la vérité. Le mot s'installe dans mon esprit comme une pierre dans une eau calme. Je ne déshonorerai pas leur mémoire avec de l'amertume. Je redresse ma colonne vertébrale et lève le menton me tient droite, comme les hibiscus.
Le palais de justice bourdonne d'anticipation le lendemain matin. Ma mère prend la barre, épongeant des larmes fabriquées avec une précision étudiée. Son pull en cachemire, bleu œuf de merle, pas marine, mais parfaitement en valeur son teint. Mon père m'a abandonné, témoigne-t-elle, la voix se brisant avec article. Quand Mackenzie est arrivé, c'est comme si je n'existais plus. Richard Dahl la guide à travers un témoignage soigneusement scénarisé. Votre relation avec votre fille? J'ai essayé, murmure Céleste, mais Franklin et June ne le permettaient pas. Ils l'ont monté contre moi. La galerie murmure avec sympathie. Je garde un visage neutre, les doigts pressés contre la boucle d'oreille en perles de grand-mère dans ma poche, un contact rassurant. Amelia se lève pour le contre-interrogatoire, une pile de documents à la main. Son accent de Géorgie s'épaissit légèrement, un choix tactique qui met les témoins à l'aise avant qu'elle ne frappe. Madame Wright, vous avez témoigné que le juge Cole vous a abandonné, est-ce exact? Oui, Céleste éponge ses yeux. J'ai ici les registres de visite de 1993 à 2008. Amelia s'approche de la barre des témoins. Vos signatures apparaissent à 10 reprises en 15 ans. 10 visites à votre fille en 15 ans. Qualifieriez-vous cela de dévotion maternelle? La mâchoire de Céleste se crispe. Ces registres ne montrent pas les fois où j'ai été refoulé. Intéressant. Amelia choisit un autre document. J'ai aussi des courriels de votre compte adressés au juge Cole. Le 12 mai 2001. Ne peut pas venir au récital de Mackenzie. Envoie de l'argent pour la caution de l'appartement à Manhattan. Le 23 décembre 2006. Visite de Noël impossible cette année. La maison que nous louons à Aspen n'autorise pas les enfants. Le 8 septembre 2012. La remise de diplôme de Mackenzie coïncide avec notre croisière en Méditerranée. Chaque date martèle le silence du tribunal. Derrière moi, quelqu'un étouffe un hoquet. Et cette note manuscrite du juge Cole. Amelia affiche le document à l'écran. L'écriture précise de Franklin dit, promesse non tenue, encore. Mackenzie a attendu à la fenêtre jusqu'à minuit. Comment vais-je expliquer cette fois-ci? Les larmes sur les joues de ma mère sont réelles maintenant de colère, pas de chagrin. L'atmosphère du tribunal change subtilement, comme un courant océanique qui change de direction. Martha Pullman prend la barre ensuite, la gouvernante de grand-mère pendant 30 ans, une figure incontournable des dîners du dimanche tout au long de mon enfance. Ses cheveux gris sont coiffés en un chignon soigné, ses mains sagement croisées sur ses genoux. Après le décès de Madame Cole, Mackenzie n'a jamais manqué un dimanche, témoigne Martha. Même pendant ses examens finaux de droit, elle faisait la route depuis Duc le samedi soir, aidait le juge avec ses médicaments, allait à l'église avec lui le dimanche matin, et préparait le dîner avant de repartir. Et les demandeurs, demande Amelia. Madame Wright appelait 2 fois par an. Peut-être. Toujours pour de l'argent. Monsieur Wright. Martha renifle. Jamais entendu sa voix dans cette maison. Les voisins suivent, les Peterson qui m'ont vu déblayer l'allée de Franklin après chaque chute de neige. Le docteur Williams, qui m'a appris à conduire sur le parking de l'église quand mes parents ont oublié mon 16e anniversaire. Le professeur Harmon, qui a supervisé ma thèse de droit pendant que je m'occupais de mon grand-père après son opération de la hanche. Le stylo du juge Avery se déplace régulièrement sur son bloc-notes. Il lève les yeux lorsque mon mentor de la faculté de droit de Duke prend la barre. Mackenzie travaillait les week-ends pour maintenir son classement tout en rendant visite à son grand-père chaque dimanche. Témoigne le professeur Montgomery. Quand d'autres étudiants partaient en vacances de printemps, elle se rendait à Charleston pour aider le juge Cole avec ses impôts. A-t-elle déjà discuté de ses attentes en matière d'héritage avec vous, demande Amelia. Jamais. Pas une seule fois. Le conseiller financier de Franklin confirme que je ne me suis jamais renseigné sur la succession. Jamais demandé de fonds au-delà de mes frais de scolarité. Le récit change à chaque témoignage, la sympathie du tribunal s'éloignant de la performance de Céleste pour se tourner vers la réalité documentée de 3 décennies. Pendant la suspension de l'après-midi, Amelia me touche l'épaule. Contre-interrogatoire de Gavin ensuite. Prête? Je hoche la tête, observant mon père de l'autre côté de la salle d'audience. Il ajuste sa cravate à plusieurs reprises, évitant le contact visuel avec mère, dont le calme antérieur s'est effrité pour laisser place à une fureur à peine contenue. Lorsque la séance reprend, Gavin Wright prend la barre. Son costume coûteux et ses cheveux soigneusement coiffés projettent le succès, mais ses doigts tambourinent nerveusement contre sa cuisse.
Amelia s'approche lentement. Monsieur Wright, avez-vous assisté à la remise de diplôme de votre fille? Le silence s'étire dans la salle. Il s'éclaircit la gorge. Laquelle? La galerie s'agite. Quelqu'un tousse pour masquer un rire. N'importe laquelle, répond Amelia d'une voix égale. Lycée? Université? Faculté de droit. J'étais en voyage d'affaires. L'excuse standard de mon enfance. Où Mackenzie a-t-elle fait ses études de droit, monsieur Wright? Ses yeux se tournent vers Céleste, qui fixe le vide d'un air de pierre. Je crois que c'était l'Université de Caroline du Sud. C'était la faculté de droit de l'Université Duke. Elle a obtenu son diplôme summa cum laude. Amelia marque une pause. Avez-vous déjà visité la maison de votre fille? La maison pour laquelle vous la poursuivez actuellement en justice? Pas récemment. L'avez-vous déjà visitée? Un autre silence douloureux. Non. Les murmures dans la salle d'audience s'intensifient. Le juge Avery frappe une fois de son marteau, un doux avertissement. Le détachement de mon père de ma vie devient cruellement évident à chaque question. Il ne connaît pas mon adresse. Ne peut pas nommer mes amis les plus proches. Ne se souvient d'aucun cadeau d'anniversaire qu'il aurait pu envoyer. De l'autre côté de la salle, la façade de ma mère se fissure davantage. Ses jointures blanchissent autour de la sangle de son sac à main. La performance échoue. Le public se retourne contre elle. Je suis assise le dos droit, la voix de grand-mère June dans mon oreille. Tiens-toi droite comme les hibiscus. Les fleurs les plus fortes émergent des hivers les plus froids. Alors que la journée touche à sa fin, Richard Dahl se lève avec une énergie inattendue. Votre honneur, nous appelons le docteur James Morrison à la barre. Un homme inconnu s'avance, la soixantaine, cheveux argentés, avec des lunettes à monture métallique. Mon estomac se noue. Qui est-ce? Je murmure à Amelia. Pas dans nos divulgations de témoins, murmure-t-elle en retour, feuilletant des documents. Dahl le présente comme l'ancien médecin de Franklin Cole, affirmant qu'il a un témoignage crucial sur l'état mental de grand-père durant ces dernières années. Le juge Avery fronce les sourcils. Ce témoin n'était pas sur votre liste, maître. Découverte récente, votre honneur. Essentiel pour établir la vulnérabilité du juge Cole à une influence indue. Amelia objecte immédiatement, mais le juge Avery autorise un témoignage limité dans l'intérêt d'un examen complet. Alors que l'homme s'installe dans le fauteuil des témoins, je remarque quelque chose de familier, une habitude nerveuse d'ajuster ses lunettes avec son majeur plutôt que son index. Le même geste étrange que j'avais vu des années auparavant, lors d'une conférence médicale où grand-père avait pris la parole. Ne t'inquiète pas, murmure Amelia alors que Dahl s'approche de son témoin surprise. Fais confiance à la préparation. Je hoche la tête, observant les mains du docteur Morrison. Il ajuste à nouveau ses lunettes, le majeur poussant sur l'arête. Un souvenir refait surface. La voix de grand-mère June, douce mais ferme. Souviens-toi, Mackenzie, la vérité n'a pas besoin de répétition. Je me penche en avant, étudiant les tics nerveux du docteur alors qu'il commence à parler de problèmes de mémoire et de suggestibilité dans les dernières années de mon grand-père. Il y a autre chose de familier ici, quelque chose que je n'arrive pas tout à fait à situer. Le juge Avery observe le nouveau témoin avec des yeux plissés. La salle retient son souffle. Et soudain, je sais exactement qui est cet homme. La salle d'audience se tait, alors que le docteur William Barrett ajuste son nœud papillon, ses doigts tremblant légèrement contre le bois poli de la barre des témoins. Mère sourit avec cette courbe particulière des lèvres que je connais depuis l'enfance, l'expression qui accompagne sa certitude d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Docteur Barrett, combien de temps avez-vous traité le juge Franklin Cole? La voix de Richard Dahl porte cette sincérité étudiée qui sonne creux pour quiconque a passé du temps dans les tribunaux. Barrett s'éclaircit la gorge. J'ai vu le juge Cole 2 fois dans les mois précédant son décès. Et pendant ces visites, avez-vous observé des signes qui pourraient indiquer que le juge Cole était manipulé? Mes muscles se tendent. Amelia pose sa main sur la mienne sous la table, un doux avertissement pour que je garde mon calme. Objection. Appel à la spéculation, déclare Amelia, son accent de Géorgie plus prononcé quand elle est irritée. Les sourcils argentés du juge Avery se froncent. Je l'autorise, mais avancez avec prudence, maître Dahl. Barrett hoche la tête avec empressement. Oui, j'ai observé plusieurs signes inquiétants.
Le juge semblait confus au sujet de ses finances. Il a mentionné se sentir sous pression concernant les décisions relatives à sa succession. Du coin de l'œil, je surprends le hochement de tête théâtral de Mère, son mouchoir faisant une nouvelle apparition. Amelia se lève lentement, boutonnant sa veste avec un calme délibéré. Docteur Barrett, vous avez mentionné avoir vu le juge Cole 2 fois. Pourriez-vous nous donner les dates précises de ces rendez-vous? Le 12 mars et le 3 avril de l'année dernière. Et quelle était votre relation avec le juge Cole avant ces rendez-vous? Barrett s'agite. Je ne l'avais pas traité auparavant. Donc, vous n'étiez pas son médecin traitant? Non, mais... Quand avez-vous ouvert votre cabinet à Charleston, docteur Barrett? Il déglutit visiblement. Il y a 8 mois. Avec qui avez-vous établi ce cabinet? Dal se lève. Objection. Pertinence. Concerne la crédibilité, votre honneur, répond Amelia. Rejeté. Le témoin répondra. Le col de Barrett semble soudain trop serré. Avec le docteur Thomas Reynolds. Et quelle est la relation du docteur Reynolds avec Céleste Wright? La salle s'agite. Le regard de Barrett se dirige vers Mère avant de répondre. C'est son cousin. Amelia hoche la tête une fois, récupérant un dossier de sa table. Je voudrais verser au dossier. Pièce 43, votre honneur. Ce sont les dossiers médicaux complets du juge Cole provenant de son médecin traitant depuis 30 ans, le docteur Harold Simmons. Dal bondit sur ses pieds. Objection. Ces dossiers n'ont pas été fournis lors de la phase de communication des pièces. Ils l'ont absolument été, votre honneur. Page 211 de notre dossier de communication, soumis il y a 2 mois. Amelia ne jette même pas un regard à Dal en parlant. Le juge Avery feuillette un dossier. Objection rejetée. Les dossiers ont été dûment communiqués. Amelia s'approche de Barrett avec une pile de documents. Ces dossiers montrent que le docteur Simmons a effectué une évaluation cognitive complète du juge Cole juste une semaine après votre deuxième rendez-vous. Voudriez-vous s'il vous plaît lire sa conclusion à la page 4, paragraphe 2? La voix de Barrett vacille. La fonction cognitive reste vive et cohérente avec les évaluations précédentes. Le patient fait preuve d'un excellent rappel des événements récents et lointains. Aucune preuve de confusion ou de déficience dans la capacité de prise de décision. Merci, docteur Barrett. Amelia place un autre document devant lui. Maintenant, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer cette ordonnance que vous avez rédigée pour le juge Cole lors de votre deuxième visite? Barrett pâlit. C'est pour un sédatif léger. Ce médicament a-t-il été demandé par le juge Cole? Pas exactement. Qui a suggéré ce médicament, docteur Barrett? Ses yeux se tournent à nouveau vers Mère. Madame Wright a exprimé son inquiétude quant à l'anxiété de son père. Pourtant, les notes du docteur Simmons indiquent que le juge Cole n'a signalé aucun symptôme d'anxiété lors de son rendez-vous la semaine suivante. Intéressant. Amelia se tourne vers le juge. Pas d'autres questions pour ce témoin. Dal se lève pour un nouvel interrogatoire, mais le témoignage de Barrett s'est effondré au-delà de toute réparation. Chaque question ne fait qu'approfondir le trou. Mère griffonne des notes furieuses, les passant à Dal, qui y jette à peine un coup d'œil avant de soupirer. Père se penche vers Mère, lui chuchotant quelque chose qui fait rougir son visage. Ils ont commencé à se fissurer, chacun blâmant l'autre pour l'effondrement de leur affaire. La défense appelle Mackenzie Wright, annonce Amelia. Prendre la barre semble surréaliste, comme si je flottais en dehors de mon corps. J'ajuste le col de mon chemisier, reconnaissante pour l'amidon supplémentaire sur lequel Martha a insisté ce matin. Ce juge a besoin de voir que vous êtes solide comme le roc, avait-elle dit en le repassant. Après avoir prêté serment, Amelia s'approche. Mademoiselle Wright, il y a eu des insinuations selon lesquelles vous auriez manipulé votre grand-père à des fins financières. Si cela était vrai, n'y aurait-il pas eu des moyens plus faciles de sécuriser son argent que de passer chaque dimanche pendant 30 ans à sa table? Oui. Ma voix sort plus stable que prévu. Je suis une procureure avec un salaire confortable. Si j'avais voulu son argent, je n'aurais pas passé 3 décennies de dimanche à écouter ces histoires sur des affaires de 1972. Quelques rires étouffés parcourent la salle d'audience. Cette tradition du dîner du dimanche a-t-elle changé après le décès de votre grand-mère? J'avale ma salive face à l'épaisseur soudaine dans ma gorge. Seulement d'une manière. J'ai commencé à apporter le gâteau au citron et aux graines de pavot au lieu qu'elle le fasse.
Tout le reste est resté pareil, 18 heures précises, de la musique classique à la radio, et les histoires de grand-père. Et pourquoi avez-vous maintenu cette tradition? La réponse est simple. Je suis resté parce que je l'aimais. Dal se lève pour le contre-interrogatoire. Sa confiance a visiblement diminué depuis le matin. Mademoiselle Wright, n'est-il pas vrai que vous avez influencé la décision de votre grand-père de changer son testament après la mort de votre grand-mère? Non. Son testament a été changé il y a 10 ans, quand grand-mère était encore en vie. Ils ont pris la décision ensemble. Mais vous avez discuté du testament avec lui? Il en a discuté avec moi. Il a été juge pendant 40 ans, maître Dal. Personne n'a influencé Franklin Cole à faire quoi que ce soit qu'il ne croyait pas juste. Dal essaie un autre angle. Vous étiez au courant du contenu du testament? Oui. Grand-père croyait en la transparence. Il m'a montré le testament et m'a expliqué que lui et grand-mère avaient décidé de me léguer leur patrimoine plutôt qu'à des parents qui avaient choisi de ne pas faire partie de ma vie. Depuis la galerie, j'entends plusieurs personnes murmurer leur accord. Le juge Avery ne fait aucun geste pour les faire taire. Mon patron, le procureur de district Robert Langston, prend la barre ensuite, sa stature imposante faisant paraître le fauteuil des témoins trop petit. J'ai supervisé Mackenzie Wright pendant 6 ans, déclare-t-il sans qu'on le lui demande. Elle a poursuivi des crimes financiers valant des millions. S'il y avait un procureur dans mon bureau à qui je confierais ma propre succession, ce serait elle. Son intégrité est irréprochable. Le juge Avery hoche la tête, puis s'exprime directement depuis son siège. Je connais Franklin Cole depuis près de 30 ans, il a été mon mentor lorsque j'ai rejoint la magistrature. Pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais vu prendre une décision qui ne soit pas mûrement réfléchie et éthiquement saine. L'objection de Dal arrive trop tard et sans conviction. Le juge la note simplement pour le dossier sans y prêter plus d'attention. Pendant la suspension de l'après-midi, je sors dans le couloir pour prendre l'air et surprends le chuchotement dur de mon père à ma mère près de la fontaine à eau. Tu as poussé ça trop loin, Céleste. Barrett a été un désastre. Barrett. Comment étais-je censé savoir qu'ils auraient ces dossiers? Thomas a dit. Thomas a dit. Thomas a dit. Toute ta famille a la grande gueule mais ne livre rien. Mère m'aperçoit et se tait, tirant mon père par la manche. Lorsque la séance reprend, Richard Dal demande une conférence avec Amelia. Ils parlent à voix basse sur le côté de la salle d'audience avant de s'approcher ensemble du juge. Après une brève discussion avec le juge Avery, ils retournent à leurs tables respectives. Amelia se penche près de moi. Ils proposent d'abandonner le procès si tu paies leurs frais de justice. Je secoue la tête une fois. Non. Elle me serre la main. Bien. C'est ce que je leur ai dit. Mère est assise droite comme un i à la table des demandeurs, mais les fissures dans sa façade se sont élargies. Son cousin, assis 3 rangées derrière, fixe obstinément ses chaussures plutôt que de croiser le regard interrogateur de Barrett de l'autre côté de la salle. Le juge Avery s'éclaircit la gorge. Sur la base des témoignages et des preuves présentées aujourd'hui, je suis prêt à rendre une décision à moins que les avocats n'aient des témoins supplémentaires? Dal se lève. Pas de témoins supplémentaires, votre honneur. Très bien. Le regard du juge Avery parcourt la salle avant de se poser sur moi. Parfois, la loi est compliquée. Cette affaire ne l'est pas. Les preuves montrent clairement que Franklin Cole était sain d'esprit lorsqu'il a exécuté son testament, et que ses intentions étaient délibérées et éclairées. Il se tourne vers mes parents. Les demandeurs n'ont fourni aucune preuve crédible d'influence indue ou de capacité diminuée. Leur demande est rejetée avec préjudice. Leur sac. Le marteau tombe, sec et final. Le visage de mère se tord de fureur, mais c'est père qui me surprend. Pendant un bref instant, quelque chose comme du soulagement traverse ses traits avant que le masque de l'indignation ne revienne. Alors que les gens sortent de la salle d'audience, Amelia rassemble ses papiers. Ton grand-père serait fier. Je hoche la tête, incapable de parler à cause du nœud dans ma gorge. La victoire n'apporte aucune joie, seulement une tranquille justification et la certitude que l'héritage de grand-père et grand-mère reste intact. Ils sont restés quand c'était important. Et en honorant leur choix aujourd'hui, je l'ai fait aussi. Céleste m'intercepte devant les toilettes du 3e étage, son parfum Chanel créant une barrière invisible entre nous. Le couloir du palais de justice s'étend, vide, dans les 2 directions. Les témoins se sont dispersés dans leur propre coin pendant la suspension de 15 minutes avant les plaidoiries finales.
Mackenzie. Sa voix manque de la chaleur étudiée qu'elle utilise dans la salle d'audience. Nous devrions parler. Je redresse ma veste de tailleur anthracite, un bouclier contre toute manipulation à venir. À propos de quoi? De cette division. Elle se rapproche, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière fluorescente. Tu as peut-être la loi et l'argent de ton côté, mais tu as mon sang. Le mot « sang » flotte entre nous comme une accusation. Je pense aux journaux manuscrits de grand-père documentant chaque anniversaire manqué, chaque promesse non tenue, chaque fois que ma mère a choisi l'absence plutôt que la présence. Est-ce que ta grand-mère voudrait ça? Murmure Céleste, sa main parfaitement manucurée s'approchant de mon bras mais s'arrêtant juste avant le contact. June tenait à l'unité familiale, au pardon. Ma gorge se serre à l'invocation désinvolte du nom de grand-mère. Céleste connaissait à peine sa propre mère à l'âge adulte, lui rendant visite moins d'une fois par an pendant que j'aidais June à entretenir son jardin d'hibiscus chaque samedi matin pendant 27 ans. Nous pourrions mettre fin à tout ça aujourd'hui, continue-t-elle, interprétant mal mon silence comme une hésitation. Je suis prête à pardonner et à tout oublier si tu acceptes simplement de partager l'héritage. 50-50. C'est juste, n'est-ce pas? Mère et fille partageant à parts égales? Ses yeux identiques aux miens en forme et en couleur scrutent mon visage à la recherche de faiblesse, de la petite fille qui attendait autrefois près de la boîte aux lettres des cartes qui arrivaient rarement. Pense à la communauté. Elle insiste, tout le monde en parle. Le pasteur de Trinity m'a appelé hier à propos de la tragédie de la division familiale. Je manque de rire. Le pasteur Roberts m'avait appelé aussi, son inquiétude sincère après 3 décennies à me voir assise à côté de grand-père sur le 4e banc chaque dimanche de Pâques, tandis que mes parents restaient des figures fantômes sur les photos de vacances. Le Charleston Post va publier un article la semaine prochaine, ajoute Céleste. Famille contre famille, c'est ça l'héritage que tu veux laisser? Et la réputation de la famille Cole? Avant que je puisse répondre, Richard Dahl apparaît au coin du couloir avec son portefeuille en cuir et fait un signe de tête à ma mère. Le juge Avery revient dans 5 minutes. Le regard de Céleste se durcit. Pense-y, Mackenzie. Le sang compte dans cette ville, ça a toujours été le cas. 1. Ils disparaissent au bout du couloir, me laissant seul avec l'écho de ses paroles et le poids de 32 ans d'absence soigneusement documentés. Je pousse la porte des toilettes et me tiens devant le miroir, étudiant mon reflet. Yeux gris, nez droit, menton ferme tout hérité d'une femme qui considérait la maternité comme un inconvénient. Mais il y a autre chose. Quelque chose que June a cultivé au cours de tranquilles samedis matins dans le jardin, quand elle m'apprenait à transplanter les pousses d'hibiscus avec des mains douces. La vie continue de fleurir, disait-elle, même après le départ de quelqu'un. Je vois la force de June se refléter en moi maintenant. Et j'entends la voix de grand-père, aussi claire qu'elle l'était lors de notre dernier dîner du dimanche. L'intégrité n'est pas ce que tu prétends être, Mackenzie. C'est ce que tu démontres. La porte des toilettes s'ouvre, et Amelia entre. Ses yeux croisent les miens dans le miroir. Ils sont. Elle étudie mon expression et hoche la tête une fois. Tu as pris ta décision. Je me détourne du miroir, redressant mes épaules comme grand-père le faisait avant de rendre un verdict. La vérité plutôt que la paix. Bien. Amelia tient la porte. Parce que les journaux de ton grand-père viennent d'arriver de ses appartements. Le juge Avery a accédé à notre requête malgré les objections de Dahl. La salle d'audience bourdonne d'anticipation lorsque nous entrons. La galerie s'est remplie de la vieille garde de Charleston, venue assister à l'acte final de notre drame familial. J'aperçois des visages familiers, des voisins qui m'ont vu grandir, des collègues juristes, même le pasteur Robert assis au dernier rang avec sa Bible usée. Céleste et Gavin chuchotent avec urgence à Dahl alors que le juge Avery prend place. La cravate coûteuse de mon père est légèrement de travers, son premier signe visible de malaise depuis le début du procès. Plaidoirie finale, annonce Avery, faisant un signe de tête à Dahl. Richard Dahl boutonne sa veste de costume en s'approchant de l'estrade. Votre honneur, cette affaire transcende finalement les subtilités juridiques. Il s'agit de sang, de famille, d'une mère cherchant à retrouver sa place légitime dans la vie de sa fille à travers l'héritage qui devrait naturellement passer de père à fille. Il fait un geste vers la galerie. La communauté le comprend. Les traditions de Charleston honorent l'unité familiale par-dessus tout. Nous avons entendu des membres respectés de la communauté, le pasteur Roberts, des amis de la famille, même les voisins d'enfance de Mackenzie, tous appelant à la réconciliation.
La voix de Dal s'élève avec passion. Céleste Wright a peut-être commis des erreurs en tant que jeune mère, mais quel parent n'en a pas commis? Ces erreurs devraient-elles lui coûter tout? Un simple document juridique devrait-il l'emporter sur le caractère sacré des liens du sang? L'expression du juge Avery reste impassible alors que Dal conclut par un appel à la tradition et au sang plutôt qu'à de froids documents juridiques. Quand Amelia se lève, elle ne porte qu'une seule feuille de papier. Votre honneur, cette affaire n'a jamais été une question de sang. C'est une question de choix, de qui reste. Elle déplie soigneusement le papier. Cette lettre a été trouvée dans le bureau du juge Franklin Cole, datée de 2 semaines avant sa mort. Avec la permission de la cour, j'aimerais la lire. Avery hoche la tête, et Amelia commence à lire avec son accent mesuré de Géorgie. Mackenzie, tu n'hérites pas à cause du sang, mais parce que tu es resté. Quand les dîners du dimanche sont devenus difficiles pour moi après le décès de June, tu n'en as jamais manqué un. Quand la faculté de droit exigeait tes week-ends, tu étudiais à ma table de cuisine. Quand Céleste et Gavin demandaient de l'argent, ce que les relevés bancaires montrent a dépassé 845 000 $ sur 22 ans, ils n'ont jamais demandé de tes nouvelles. La salle d'audience se tait alors qu'elle continue. Un parent ne se définit pas par la biologie mais par la présence. Je te choisis comme mon héritière parce que tu m'as choisi comme ta famille. Chaque dimanche, chaque fête, chaque jour ordinaire où être la comptait. Elle pose la lettre sur la table des preuves et se tourne vers le juge. Les preuves, votre honneur, et non l'émotion, devraient guider la décision de ce tribunal. Les preuves montrent des décennies de soutien financier aux demandeurs parallèlement à leur absence constante. Elles montrent l'acuité mentale de Franklin Cole jusqu'à ses derniers jours, confirmée par les dossiers médicaux. Et elles montrent une vie entière de dimanche où Mackenzie Wright a choisi de rester tandis que ses parents ont choisi de partir. Amelia regarde directement Céleste et Gavin. Quel genre de parents poursuivent leur propre enfant après l'avoir abandonné? Quel genre de mère invoque l'unité familiale après 3 décennies d'absence documentée? La question devant ce tribunal n'est pas celle du sang. C'est celle de la véritable définition de la famille. Je sens les larmes monter à mes yeux alors qu'Amelia retourne à sa place. À côté de moi, elle pose un regard. Je le serre fort mais ne l'utilise pas. Pas encore. Le juge Avery retire ses lunettes, les polissant lentement avec un mouchoir. La salle d'audience reste silencieuse, retenant son souffle collectif. Ayant examiné toutes les preuves et tous les témoignages présentés dans cette affaire, commence-t-il. Je juge le testament de l'honorable Franklin Cole valide et exécuté en pleine possession de ses moyens et avec pleine capacité juridique. Il remet ses lunettes, regardant directement Céleste et Gavin. La demande des plaignants est rejetée avec préjudice. De plus, les plaignants devront payer les honoraires d'avocat raisonnables de la défenderesse, comme le permet la loi de l'État pour les poursuites futiles sans justification substantielle. Le marteau frappe avec finalité, résonnant dans la salle d'audience. La séance est levée. C'est seulement à ce moment-là que je laisse les larmes couler, non pas pour l'héritage obtenu ou le procès gagné, mais pour la validation d'une vérité que j'ai toujours connue. La famille n'est pas déterminée par le sang qui coule dans les veines, mais par les pieds qui marchent vers vous quand d'autres s'éloignent. Céleste et Gavin se lèvent rapidement, évitant mon regard alors qu'ils suivent Dal par la porte latérale. Pas de dernier mot, pas de reconnaissance, juste un départ, la seule action constante qu'ils ont montrée tout au long de ma vie. Amelia me serre l'épaule une fois. Justice a été rendue, murmure-t-elle. Ton grand-père serait fier. K. Je hoche la tête, incapable de parler à cause du nœud dans ma gorge. La salle d'audience se vide lentement, les murmures s'estompant comme des marées descendantes. Je reste assise, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les hautes fenêtres sur la table vide des demandeurs. L'héritage importe moins que ce qu'il représente. La reconnaissance que la famille est définie par ceux qui restent quand partir est plus facile. Et pendant 32 ans, à travers les genoux écorchés et les remises de diplômes de droit, à travers les funérailles de grand-mère et les tranquilles dîners du dimanche, mes grands-parents sont restés. Je rassemble mon portefeuille d'une main sûre. Demain, j'irai sur leur tombe avec des boutures fraîches d'hibiscus du jardin qu'ils m'ont appris à entretenir. Ce soir, je ferai le gâteau au citron et aux graines de pavot de grand-mère et le mangerai seul à leur table de cuisine. Certains appelleraient cela une victoire. J'appelle cela une justification. Et quelque part, je sais que grand-père et grand-mère appellent cela la justice. La plaque sur la porte de mon bureau me surprend encore parfois. L'honorable Mackenzie Wright brille en laiton poli contre de l'acajou sombre.
Une année en tant que plus jeune juge d'État de Caroline du Sud n'a pas émoussé la fierté tranquille qui monte dans ma poitrine chaque matin. Je lisse ma jupe anthracite en m'installant derrière le banc, étudiant les visages devant moi. Un autre litige successoral. Une autre fille affirmant que sa mère a injustement favorisé un petit enfant. Un autre écho de ma propre histoire jouée avec des personnages différents. Madame Reynolds affirme que sa mère a été manipulée pour changer son testament, déclare l'avocat du plaignant, sa voix portant la même certitude arrogante que Richard Dahl utilisait autrefois. La défenderesse, sa fille Beth, en a profité. Objection, votre honneur, se lève l'avocat de Beth. Caractérisation préjudiciable. Maintenu. Ma voix porte la cadence mesurée de Franklin. Maître, tenez-vous aux faits, pas aux conclusions. Plus tard, je regarde les femmes Reynolds éviter le contact visuel à travers la salle d'audience, le même gouffre froid auquel j'ai été confronté avec Céleste, la fille qui est partie contre la petite fille qui est restée. Quand la séance est levée, je me retire dans mes appartements où les volumes juridiques de Franklin tapissent un mur. Je parcours leur dos usé du bout des doigts, des pierres de touche de la continuité. Ces notes au crayon marquent encore des passages importants, de petits cailloux de sagesse laissés derrière. Mon téléphone vibre avec le texto hebdomadaire de Martha, les hibiscus fleurissent à la folie. J'apporte des boutures à la maison. Martha a refusé de prendre sa retraite après le décès de Franklin. Cette maison a besoin de gens qui se souviennent, avait-elle insisté, continuant à épousseter les photographies qui relatent une vie sans Céleste et Gavin. Le gâteau binde au citron et aux graines de pavot m'attend sur mon comptoir chaque samedi, Martha suivant la recette de June avec une précision religieuse. Certaines traditions ne devraient pas s'arrêter, même lorsque les personnes qui les ont commencées sont parties. Je ne perds plus d'énergie à me demander si Céleste appellera pour mon anniversaire. L'espace autrefois réservé à l'approbation parentale a été rempli par quelque chose de plus solide, une famille choisie de collègues du palais de justice, d'amis de la faculté de droit et de voisins qui se rassemblent autour de ma table chaque dimanche, poursuivant la tradition du dîner de Franklin. Juge Wright ? Mon greffier apparaît à la porte. Votre audience de garde de 16 heures est prête. L'affaire Anderson. Mon cœur se serre. Un garçon de 5 ans pris entre des parents en guerre, son père ne se montrant que lorsque cela lui convient. Je redresse le stylo plume de Franklin sur mon sous-main avant de me lever. Dans la salle d'audience, j'étudie les dessins de l'enfant soumis comme preuve. Des bonshommes allumettes étiquetés maman et mamie se tiennent à côté d'une maison. Aucun père n'apparaît. Monsieur Anderson. Je m'adresse directement au père. Les enfants ne se souviennent pas de ce que nous disons. Ils se souviennent de qui était là. Les mots se répandent dans la salle d'audience comme des ondulations dans une eau calme. Les yeux du père s'écarquillent de reconnaissance. Peut-être que quelque chose changera pour cet enfant. Ce soir-là, je me rends au cimetière de Magnolia alors que le coucher du soleil dore les pierres tombales usées par le temps. Je m'agenouille entre deux tombes, déposant des fleurs d'hibiscus fraîches un cramoisi vibrant contre le marbre pâle. J'ai tenu ma promesse, je murmure à la pierre tombale de June, déposant une part de gâteau au citron enveloppé dans du papier ciré. J'ai protégé ce que vous avez construit. Le vent bruisse dans les chênes verts au-dessus. Ici, agenouillé entre les personnes qui m'ont choisi chaque jour pendant 32 ans, la gratitude l'emporte enfin sur le chagrin. L'affaire Reynolds s'est terminée aujourd'hui, je dis à la tombe de Franklin. La petite fille a hérité. La vérité a prévalu. Un cardinal se pose sur une branche voisine, d'un rouge éclatant contre le ciel qui s'assombrit. Je me souviens que June me les montrait. Quand ils rendent visite, quelqu'un que tu aimes prend de tes nouvelles. Je me lève, brossant l'herbe de ma jupe. Leur héritage continue, non seulement dans les biens ou les possessions, mais dans chaque décision juste, chaque enfant protégé, chaque vérité honorée. La famille, c'est ceux qui restent, je murmure, et je me dirige vers la maison.